Voilà. Donc, ben, Dominique, si tu veux bien prendre la main. Ouais, bonjour. Bonjour. Alors, Voilà, je te laisse partager ton écran. vous voyez? Très bien. Super. Donc, la présentation va s'appeler Isoligne en imagerie radar, alors de l'interrogation de capteurs à la viticulture de précision. Alors, comme le disait Hervé, on a pas mal d'applications différentes, mais l'objectif principal en réalité, ça va être d'extraire des informations en environnement que je qualifierais de complexe, où le but, ça va être d'extraire le signal utile du clutter. Voilà. Et donc, on va utiliser un outil de segmentation pour ça, basé sur les isolignes. Donc, Hervé a un peu rappelé ce que c'était juste avant, mais on va y revenir un peu. On va essayer d'illustrer ça avec la problématique de deux exemples. Le premier exemple, ça va être l'interrogation de capteurs passifs à longue distance, ça va être des capteurs de pression interrogés en environnement industriel. Et la seconde application, ça va être l'estimation du rendement viticole dans un vignoble. Voilà. Alors, la présentation comporte trois parties. Donc, j'ai expliqué la segmentation par isoline, le principe, et l'illustration sur les deux applications. Donc l'identification de l'interrogation de capteurs passifs en milieu contraint, donc ça sera à 24 GHz, on va utiliser des radars FMCW à 24 GHz. Et la seconde application, l'estimation du rendement en viticulture de précision. Là, on sera plus sur des radars FMCW à 122 GHz. Donc le principe de la segmentation, j'ai essayé de l'illustrer avec une image radar simulée de plusieurs cibles qui ont des surfaces équivalentes radars différentes. Donc c'est ce que j'ai voulu représenter sur l'image de gauche ici. Et le but, c'est de segmenter les éco-radars issus des données ici en deux dimensions. Alors, dans cet exemple précis, j'ai pris deux dimensions qui correspondent à des balayages pour le premier axe en azimut, et pour le deuxième axe, c'est des balayages en élévation qui correspondent ici à des degrés. Et chaque petit pixel, ce sont des cellules radars avec des amplitudes d'éco-radars qui correspondent à des valeurs d'amplitude de spectre de battement, généralement. Voilà, mais ça peut changer, les axes peuvent changer selon l'application. Alors, l'idée, ici, ça va être d'utiliser des isolignes pour la segmentation des écho-radars. Alors, ce que j'appelle isolignes ici, ça va être des lignes qui représentent des niveaux d'écho identiques sur l'image. C'est ce que j'ai voulu représenter par les lignes de couleur ici. Donc, vous avez par exemple ici la ligne bleue qui représente une isoligne de niveau d'écho relativement faible, ce qui fait que plusieurs écho-radars de cible se retrouvent à l'intérieur. Et au fur et à mesure qu'on augmente le niveau d'écho de ces isolignes, par exemple pour la couleur verte ici, on se rend compte qu'on arrive à segmenter de manière plus ou moins précise la cible radar qui se trouvait en haut à droite, et les trois autres cibles se retrouvent encore à l'intérieur. Et si on augmente encore un peu plus le niveau d'écho radar des isolines qui est représenté par la couleur rouge ici, on voit qu'ici, on arrive à segmenter plus ou moins bien les trois cibles restantes. Par contre, la cible qui était en haut à droite, on n'arrive plus à la retrouver. Donc l'inconvénient, c'est que la segmentation, finalement, dépend du niveau d'écho choisi. Et donc l'idée, c'est justement en fait d'établir une segmentation qui ne dépend pas de ce niveau d'écho. Pouvoir segmenter toutes les cibles, peu importe leur surface équivalente radar. Alors pour ça, l'idée, c'était de définir des critères de segmentation qui permettent cette segmentation-là. Alors la première étape, c'est de générer des isolignes pour différents seuils de niveau d'écho. C'est ce que j'ai voulu représenter ici à gauche. Donc on a ces isolignes, par exemple, dans le plan azimut élévation que j'avais présenté juste avant. Mais j'ai rajouté un axe qui correspond au seuil de niveau d'écho, suivant ce qu'on veut appliquer comme segmentation. Donc, dans des seuils de niveau d'écho relativement bas, qui est représenté par la courbe bleue, on a des isolines qui entourent une surface relativement grande, et plus le seuil de niveau d'écho augmente, plus ces surfaces en fait sont relativement petites, mais plus on arrive à segmenter des cibles. Donc le but, c'est d'établir un critère de sélection qui va permettre cette segmentation. Et ce que je vais utiliser ici, ça va être le nombre de maximums locaux à l'intérieur de ces isolignes. Voilà. Par exemple, je peux dire, suivant le rapport signal à bruit de l'image radar, je vais dire qu'une cible contient un maximum local d'écho, ou alors deux maximums locaux, etc. Et une fois que j'aurai déterminé ce critère de sélection, je vais comparer les isolines suivant les différents niveaux, et je vais sélectionner seulement l'isoline qui entoure la plus grande surface, pour perdre le moins d'informations possible. Alors, qu'est-ce que ça donne au final? Si on reprend l'image simulée juste avant, on a finalement notre segmentation qui se fait de manière, on va dire, plus ou moins... Là, c'est plutôt pas mal, parce qu'on arrive à segmenter les quatre niveaux d'écho, même celui qui était en haut à droite.
Et le petit point qui est représenté au milieu, c'était le maximum local que j'avais déterminé en tant que critère. Et l'avantage de cette segmentation, finalement, ça va être de permettre d'extraire des caractéristiques, alors, ça s'appelle aussi features, pour ces isolignes. Alors ces différentes caractéristiques, ça peut être par exemple des caractéristiques d'amplitude, par exemple le niveau d'écho maximal, le niveau d'écho moyen, voire l'écart type à l'intérieur de l'isoligne. Je les ai notés Emax, Emin et ESTD, c'est des choses qu'on va retrouver après dans les applications. Ça peut être aussi des caractéristiques géométriques, ça peut être la surface, le nombre de pixels ou de cellules à l'intérieur. J'ai noté N ici parce qu'on va la réutiliser après. Mais ça peut être aussi des caractéristiques polarimétriques. Simplement, on peut avoir des images de la même scène, mais sous des polarisations différentes. On peut superposer, et à partir de ces superpositions, retrouver des caractéristiques, des rapports d'amplitude qui peuvent être intéressants pour après. Et l'idée, c'est de généralement classifier en fait ces écoradars segmentés pour retrouver l'information utile. Alors, à guise d'exemple, on va passer sur la première application, sur l'interrogation de capteurs, donc ici à 24 GHz. Donc avant, on a un peu parlé juste avant, c'est d'identifier, d'interroger des capteurs de pression passifs, donc sans fil, sans batterie, et donc en milieu industriel sur, entre guillemets, de longue distance pour des applications de capteurs passifs, c'est-à-dire 3, 5 mètres, 10 mètres, voire plus. C'est vrai qu'en application radar, on parlerait plutôt de courte distance, mais dans nos applications de capteurs, c'est plutôt des longues distances. Alors, le radar que j'ai utilisé pour l'interrogation, c'est un radar FMCW avec une fréquence porteuse de 23,8 GHz, une bande de modulation en fréquence de 2 GHz qui génère une résolution en profondeur de 7,5 cm. On a une puissance émise de 10 dBm, et comme vous le voyez, en fait, ce radar possède un canal de transmission avec une antenne qui est relativement bande étroite en termes d'angle d'ouverture, on est de 8 degrés, et c'est polarisé linéairement. Et en réception, on a deux antennes polarisées en polarisation croisée l'une de l'autre pour faire de la polarimétrie. Et le tout est monté sur une plateforme qui va nous permettre de faire des balayages mécaniques en azimut et élévation, qui va permettre d'avoir des images 3D, parce qu'on aura l'azimut, l'élévation et la distance entre la distance d'interrogation. Et enfin, faire des analyses de polarimétrie suivant la configuration du capteur et de ses antennes. Or, concrètement, l'environnement, c'est un environnement qu'on pourrait qualifier de fortement réfléchissant pour les ondes électromagnétiques. Dans le cas présent, c'était au centre de recherche d'EDF Chatou, où on a quand même des structures métalliques relativement imposantes qui pourraient gêner la lecture du capteur. D'où aussi l'approche polarimétrique, on le verra après, pour sélectionner les écoradars des capteurs. Donc là, on avait deux scénarios. On avait deux capteurs dans un cas entre 4,2 mètres et 4,8 mètres. Et le scénario numéro 2, 8,1 mètres et 17,7 mètres. Et ces capteurs sont près de tuyaux pour mesurer la pression. Alors, ces capteurs, c'est des capteurs de transduction électromagnétique pour mesurer la pression. Je ne vais pas revenir ici parce que je ne vais pas avoir le temps sur comment est fait ce capteur-là, mais si ça vous intéresse, il y a des références en fait sur ce capteur qui a été fabriqué au laboratoire. L'idée surtout, c'est qu'il est connecté à deux antennes. C'est un quadripôle connecté à deux antennes, une polarisée verticalement et une polarisée horizontalement. Et suivant la configuration en polarisation de l'image radar, on va avoir une réponse différente. Alors, une fois que ça s'est dit, une fois qu'on a fait nos balayages mécaniques en azimut en élévation, la problématique, ça va être d'identifier ces écoradars parmi le clutter pour notamment retrouver l'amplitude des écoradars et retrouver la pression qui devait être mesurée. Alors, ces écoradars vont être segmentés par l'algorithme que je vous ai présenté précédemment dans le plan azimut-élévation, et je le fais couche par couche pour chaque résolution en profondeur. Avec le petit détail ici, c'est que j'utilise une configuration de polarisation différente que j'ai notée P, qui correspond à la polarisation du champ électrique en transmission et en réception du radar. Par exemple, si je mets P égale VH, ça veut dire que j'ai émis un champ électrique polarisé verticalement et que j'ai reçu horizontalement. Voilà. Donc j'ai voulu représenter ces isolines régénérées par l'algorithme pour les quatre configurations de polarisation. Vous voyez, il y a l'azimut, l'élévation et la distance d'interrogation. Et ce qu'on remarque visuellement, c'est qu'on a énormément d'échos issus du clutter, qui est représenté par les couleurs noires. Et l'idée, justement, c'est d'identifier les capteurs, les écoradars issus des capteurs. Ici, capteur 1 en bleu et en rouge, le capteur numéro 2, c'était pour un scénario donné. Alors, j'avais essayé
quantifier cette présence du clutter par rapport à la présence des écho-radars du capteur en faisant simplement un rapport entre le nombre d'isolignes issus des capteurs pour une configuration de polarisation donnée sur le nombre total d'isolignes générées. On est sur des rapports qui sont inférieurs à 1%. Donc voilà, c'est pour donner une idée un petit peu du bruit ambiant. Donc l'idée, ça va être justement d'augmenter la valeur de ce critère-là. Alors il y a une première méthode qui marche plutôt bien pour cette application, c'est de sélectionner des écho-radars en polarisation croisée, c'est-à-dire pour P égale VH et HV, afin en fait de faire une première sélection et d'enlever un peu le clutter. C'est ce que j'ai essayé de représenter en tout cas sur ces images qui sont là. On a ici l'image d'un écho-radar d'un capteur situé à 18 mètres. En tout cas, c'est une image radar et il y a l'écho du capteur dedans. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi du clutter. Donc en VH, on a des isolignes qui sont de couleur bleue ici. En HV, des isolignes de couleur verte. Et ce qu'on sait, en fait, grâce à la structure même du capteur et de ses antennes, c'est que le mode d'antenne du capteur est situé au même endroit pour la configuration VH et HV. Pourquoi? Parce que les antennes sont colocalisées et les lignes à retard qui relient les antennes au transducteur sont de longueur égale. Ce qui fait que par superposition, on sait que l'écho-radar des capteurs en HV et en VH seront au même endroit. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire des intersections de ces isolignes sur ces différentes configurations. Et par exemple, on va pouvoir en fait enlever un peu de clutter. Par exemple, si vous voyez le petit écho vert ici qui se trouve en HV, on n'a pas un équivalent en VH, ce qui fait que finalement, on arrive à l'enlever. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. Vous voyez qu'il y a quand même du clutter qui est encore existant ici. Mais on arrive finalement à augmenter notre critère gamma qui détermine la quantité de clutter dans l'environnement par rapport à ceux du capteur. On l'a augmenté de 100%, c'est-à-dire qu'on a enlevé la moitié du clutter juste avec ça. Maintenant, il y a une seconde sélection qui est, je trouve, très intéressante, c'est de faire une classification à partir des caractéristiques que j'avais présentées avant des écho-radars segmentés. Alors, les caractéristiques qu'on va utiliser ici, en tout cas que j'ai utilisé là, qui marche plutôt bien, ça va être la valeur Emax, c'est-à-dire l'écho maximal à l'intérieur des isolignes pour les différentes configurations. Or, à gauche, ce que j'ai représenté, c'est Emax pour VV et HH, c'est-à-dire en copolarisation. Donc en noir, c'est toujours le clutter, donc c'est aussi pour différents scénarios. Et la couleur, ce sont pour les différents capteurs. Alors, vous voyez que ces capteurs ont différentes caractéristiques. Les emplacements des points ici seront différents. Ils peuvent même varier suivant la pression appliquée. Et ça, c'est normal parce que c'était leur rôle de capteur. L'idée, ça va être, malgré la variation des échos issus de la variation de la pression, essayer d'identifier ces capteurs-là. Et à gauche et à droite, ici, vous avez exactement la même chose, mais en polarisation croisée. La seule subtilité, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis un petit indice VH et HV ici. C'est-à-dire que les isolignes, je les génère toujours en polarisation croisée, et ensuite je superpose les valeurs de copolarisation, simplement pour des histoires de rapports signal à bruit qui sont meilleurs en polarisation croisée. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ces caractéristiques-là pour faire un classificateur avec la méthode des cas plus proches voisins, qui est une méthode assez flexible pour les classifications, avec les classes suivantes pour la classification. La classe 0, c'est la classe clutter, donc c'était les points noirs. Et les classes 1, 2 et 3, ça va être les capteurs de pression numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et voir qu'on va essayer peut-être même d'identifier les capteurs 1, 2 et 3 parmi clutter. Donc vous voyez ici les matrices de confusion avec à gauche l'entraînement et à droite la prédiction faite pour différentes valeurs de pression, scénarios et sur un total de 26 mesures en fait. Donc ce qui saute aux yeux, c'est effectivement le nombre écho-radars segmentés qui correspondent au clutter. Il y a un rapport 1 sur 500 quasiment. Et si on regarde par exemple en fait la première ligne ici, c'est-à-dire qu'on va avoir très peu d'écho-radars issus du clutter qui seront en fait confondus avec des capteurs. Il y en a, mais pas beaucoup. Et par rapport au nombre d'écho-radars de clutter qu'on a, en fait, c'est plutôt très intéressant. On arrive même finalement à avoir des scores plutôt intéressants pour reconnaître même les capteurs numéro 1, numéro 2, numéro 3, alors qu'on les avait bougés de place, etc. Donc c'est vraiment des résultats assez encourageants. Alors je ne vais pas revenir sur comment est-ce qu'on retrouve la pression. Il suffit à la fin de prendre la valeur de l'écho maximal.
retourner à la pression et puis lire la pression ensuite. Donc voilà pour la première application. Maintenant, la seconde application, on va changer un petit peu de domaine. On va partir sur la viticulture de précision et estimer le rendement viticole. Alors, c'est-à-dire la masse des grappes de raisin, pour être plus simple. Et je vais présenter les résultats de manière dynamique. C'est des résultats qui sont en cours de publication. Donc Hervé l'a dit, c'est un projet en collaboration avec Oval Innovation, donc je ne reviens pas dessus ici. Alors par contre, le radar change. Là, on va prendre un radar qui fonctionne à 122 GHz parce qu'on avait vu en combinaison statique, en mesure statique, que ça avait plutôt bien marché. Avec ici des bandes de modulation de 6,8 GHz, qui génèrent une résolution en profondeur de 2,3 cm, une puissance émise de 5 dBm, et ici des configurations de polarisation VV et HH. On voit les radars sont montés sur un rover qui va parcourir une distance le long des rangées de vignes. Et il y a d'autres informations à prendre en compte. J'ai fait un petit schéma ici. C'est-à-dire qu'il va y avoir un balayage en élévation, histoire d'avoir en fait le maximum d'informations sur la localisation des grappes de raisin. Donc, on va avoir un balayage en élévation de θmin à θmax en simultané de la distance parcourue par le rover. Sachant que ce rover en fait, va avoir une variation de distance qui ne sera pas forcément fixe. Il y aura des vibrations, des déviations de trajectoire. Et en plus de ça, la difficulté ici, c'est de caractériser l'éco-radar issu des grappes parmi le clutter. Et il y en a beaucoup, parce qu'il y a le bois, les feuilles, il y a aussi des parties métalliques comme des tendeurs, des pylônes, des tuyaux d'irrigation. Et donc toutes ces mesures ont été effectuées, alors ça s'appelle le Vinopole, c'est l'Institut français du vin et de la vigne Sud-Ouest, c'est dans le Tarn, et on a accès à différents cépages. Donc pour nous, c'est très très bénéfique de tester plein de conditions différentes pour vérifier, on va dire, la robustesse de l'estimation. La segmentation ici, là, ça ne va pas du tout être dans un plan azimut élévation comme précédemment, ça va être dans un plan distance radar cible à distance parcourue par le rover. Donc vous voyez les segmentations appliquées ici sur ces isolignes, avec ici une couleur qui va du bleu au rouge, qui correspond à la caractéristique Emax. Et donc les caractéristiques qui vont être utilisées ici pour essayer de déterminer l'éco-radar issu des grappes, ça va être le nombre de pixels qui entourent entourés par les isolignes, la valeur max, la valeur moyenne et l'écart type. Ce que je vais appliquer ici, ça va être aussi une classification. Et les classes vont être effectivement différentes. Je vais définir deux classes. Une classe 0 que j'appelle clutter et la classe 1 que j'appelle grappe et clutter. Avec une classification, une méthode qui est la même que l'autre, ça va être des cas plus proches voisins, qui marche aussi plutôt bien. La difficulté ici, c'est que la classe grappe, elle n'existe pas, elle n'est pas disponible parce que c'est impossible d'avoir des mesures avec seulement des grappes. Voilà, il y aura forcément le clutter. Alors que la classe 0 clutter, elle est disponible après récolte. Donc pour des mesures de calibration et d'entraînement, c'est pratique. On se rend compte que les meilleurs résultats de classification sont obtenus en configuration HH. Si on regarde les matrices de confusion en haut et en bas, on a HH et VV, notamment sur les faux positifs. C'est-à-dire qu'on a un score beaucoup plus détérioré en VV qu'en HH. Alors l'explication, c'est que probablement le clutter a plus d'influence en VV du fait des orientations géométriques des objets qui pourraient perturber la détection des grappes, tout simplement. Donc on va se focaliser ici pour l'estimation du rendement sur une configuration HH. Donc pour construire l'estimation du rendement, on va utiliser deux paramètres. Le premier, ça va être la probabilité de classe, d'appartenir à une classe plutôt qu'à une autre, et le nombre de pixels n qui entoure une isoligne. Pour essayer un petit peu de sentir à quoi correspond cette probabilité d'appartenir à une classe, j'ai tracé ici juste en bas, pour deux cas, avant récolte et après récolte, une image radar avec des isolines segmentées, la probabilité d'appartenir à la classe 1 grappe et clutter, donc couleur bleue, par rapport à celle appartenant à clutter, c'est-à-dire couleur rouge. Effectivement, avant récolte, quand les grappes sont présentes, les isolignes appartiennent davantage à la classe numéro 1 que la classe numéro 0 après récolte. Et ça, d'un point de vue physique, c'est quand même relativement rassurant. Ça permet un petit peu de sentir à quoi ça correspond ce paramètre-là. Ensuite, on émet une hypothèse sur la forme de l'estimateur du rendement, qui serait de la forme d'une somme ici, qui comprend à la fois
la surface, enfin le nombre de pixels au sein d'une isoligne, pondéré par la probabilité d'appartenir à la classe numéro 1. Alors si on regarde cette somme-là et qu'on essaie de la décrire, M, c'est le nombre d'isolines de classe 1. M, c'est la MIM isoligne de classe numéro 1. Et donne la probabilité que l'isoline numéro M soit de classe 1. Et l'idée, c'est de retrouver les paramètres A et B qui pourraient justement permettre d'avoir une estimation du rendement correcte. Alors, pour retrouver ces paramètres A et B, j'ai utilisé une méthode non linéaire des moindres carrés. Et les résultats sont affichés juste en dessous. Vous avez à gauche l'estimation S1 en fonction de la mesure vraie du rendement qu'on a mesuré manuellement. Donc, et à droite, l'erreur commise en pourcentage. Alors, chaque petite croix correspond à un groupe de pieds de vigne, au minimum 6 pieds de vigne, au maximum la totalité de la parcelle mesurée, avec en couleur rouge pour tous les rendements et en couleur bleue pour des rendements élevés. Autrement dit, des rendements élevés, c'est des groupes de 6 pieds de vigne supérieurs à 12 kg. Donc, si on regarde un petit peu l'erreur commise à droite, on voit que finalement, au bout d'une certaine quantité de rendements mesurés, on arrive à avoir des estimations qui sont en dessous de 10%. C'est représenté par la ligne en pointillé noir. Malgré tout, quand tous les rendements sont pris en considération, on voit que l'écart type est vachement plus élevé, c'est-à-dire l'erreur commise est vachement plus élevée quand tous les rendements sont pris en compte. C'est normal parce que finalement, l'estimation prend compte des variations différentes où les graphes ne sont pas forcément difficilement détectables dans certaines conditions, d'où cette augmentation de l'erreur. Alors, si on regarde un petit peu l'estimation totale effectuée sur la campagne de mesure 2020 à différentes dates de mesure, donc qui commence à partir de début juillet, le 1er juillet, jusqu'à la fin au vendange au 30 septembre, on va voir finalement, si on regarde la troisième colonne, des estimations du rendement qui vont varier, qui vont peut-être même augmenter. Alors pourquoi ce phénomène? J'ai voulu l'illustrer sur ces figures en bas, ces photographies. Vous voyez que début juillet, les grappes ne sont pas forcément formées jusqu'au bout. Le volume est encore plus faible. Il faut bien attendre fin juillet jusqu'au stade de la véraison, c'est-à-dire quand on a un plateau de maturité et que la couleur des grappes commence à changer, pour avoir un volume final à peu près constant. Ce qui fait que finalement, notre erreur d'estimation en dessous de 10%, on l'obtient à partir du 22 juillet. Néanmoins, cette variation de l'estimation est cohérente physiquement. Dernière remarque sur l'estimation après récolte, c'est-à-dire qu'en théorie, on devrait avoir 0 kg mesure de rendement estimé. On a en fait une sorte de résidu aux alentours de 380 kg sur une parcelle qui fait 80 groupes de 6 pieds de vigne, donc sur 10 rangées, donc c'est quand même important. On a ce résidu, en fait, qui va correspondre finalement à des résidus de clutter qui va nous donner un seuil de détection minimal à partir de lequel on va être capable d'estimer correctement notre rendement. Ça correspond à peu près à 5-6 kg par groupe de 6 pieds de vigne. Voilà. Donc, pour conclure là-dessus, si on veut faire une conclusion générale sur l'algorithme en lui-même, la segmentation des écoradars par isoligne, donc on a vu, permet de sélectionner des informations utiles selon l'application visée, et on peut retirer des caractéristiques particulières des écoradars qu'on a segmentés, par exemple le niveau d'écho, la géométrie, la polarimétrie. Et à la fin, on peut utiliser et effectuer des classifications suivant l'application. Dans le cas de la première application, l'interrogation de capteurs passifs, on a vu qu'il était possible d'identifier plusieurs capteurs en utilisant des caractéristiques polarimétriques, c'est quand même le point clé ici, et dans des environnements quand même plutôt bruités. Alors avec comme perspective, quel est le nombre maximal de capteurs interrogeables et aussi identifiables avec cette méthode? C'est des questions qui peuvent être intéressantes à répondre. Et donc pour la dernière application, pour l'estimation du rendement en viticulture, on a vu que l'estimation dynamique du rendement en viticulture par imagerie radar, elle est largement envisageable avec des erreurs d'estimation inférieures à 10%, d'autant plus que ces estimations elles ne dépendent pas de la vitesse du vecteur mobile ou du cépage. Avec comme perspective l'impact d'une étude polarimétrique, parce que finalement ces estimations, je les fais qu'en HH, mais pas en polarisation croisée. Je pense que ça vaut le coup de regarder ce qui se passe en polarisation croisée pour peut-être améliorer l'estimation. Et une autre perspective, c'est peut-être appliquer cette méthode d'interrogation radar dynamique
pour d'autres fruits. Je pensais par exemple à des études pour les pommes, voire mesurer d'autres mesures physiologiques, comme la surface foliaire. Donc voilà, j'ai fini la présentation. Si vous avez des questions là-dessus. Merci beaucoup, Dominique, pour cette présentation là, qui montre un peu l'étendue des thèmes traités par l'équipe. Là, je pense qu'on aura après une présentation qui devrait, si mes souvenirs sont bons, traiter un peu des pommes aussi, présentation faite par le Léat, mais je peux me tromper. On a une question par Hubert Cantaloupe qui dit, alors, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas justement rendre l'écho du capteur non réciproque pour éliminer le clutter? Alors, Hubert, peut-être que moi, je ne comprends pas tout à fait la question. Ouais, Moi non, je non plus. pense que ça part de l'hypothèse que le clutter a une réponse, je pense, réciproque. C'est-à-dire, ce que peut-être notre collègue veut dire, c'est qu'on interroge H, on recueille V, on interroge V, on recueille H, et les deux réponses sont analogues. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Donc, il se dit peut-être que le capteur pourrait briser cette réciprocité pour pouvoir supprimer le clutter. Mais je le laisse détailler sa pensée. Exactement, me Ah, dit-il. d'accord. Bon, donc, on y a pensé. On l'a même testé. Sauf que là, il n'en a pas parlé, Dominique. Le cœur du sujet, dans ce cas-là, c'est de faire un capteur non réciproque sensible, c'est-à-dire un élément sensible passif non réciproque. Là, ça ne court pas les rues. Hein, parce que là, ce que l'on fait, c'est qu'on prend un quadripôle, en gros, hein, pour faire court, hein, on prend un quadripôle et on le charge par des antennes. Bon, les antennes sont des éléments passifs dont la non-réciprocité, on l'attend au niveau du quadripôle. Ben, notre quadripôle, on prend le parti de le rendre passif. Eh bien, des éléments sensibles, c'est-à-dire des éléments, des quadripoles dont la matrice Z, par exemple, dépendrait de la température, du je ne sais quoi, et qui seraient non réciproques, ça ne court pas les rues. On a testé quelques solutions, je ne peux pas trop en parler parce que c'était complètement, ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire aller travailler sur la non-réciprocité de la réponse du capteur passif, encore une fois, ce n'est pas simple en pratique. Mais l'idée est intéressante, effectivement. La signature du clutter, voilà. Mais j'avoue que ça m'a torturé un peu l'esprit, notamment en faisant un peu d'actif, parce qu'on aurait peut-être toléré de mettre un peu d'actif, mais bon, même en s'appliquant, j'ai trouvé que c'était très lourd, et donc on a abandonné l'idée. Mais c'est une remarque très pertinente. Merci pour cette Je question. ne sais pas si j'ai Et répondu. pour la réponse, oui. On a l'habitude Bon. de dire en polar, enfin, en polarimétrie SAR, que pour des milieux qui ne sont pas magnétiques, la réciprocité est garantie, quoi qu'on observe. Oui. Ça veut dire que Par c'est contre, assez les dur à. milieux magnétiques, quand on les met dans des quadripoles, Ouais, présentent beaucoup de pertes. ouais, Et c'est donc, ça. ça casse complètement la dynamique de la mesure de l'élément sensible. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné. D'accord. Parce que ça tourne autour de milieux magnétiques après. Hein. Ouais, ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? J'en ai une, mais enfin, on l'a déjà posée puisqu'on a déjà discuté dans le cadre du jury de thèse. Mais est-ce que vous envisagez de faire des mesures de Doppler là, pour caractériser tous les environnements mobiles, les animaux que vous observez? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire dans un futur proche? Ouais, tout à fait, ouais. Alors, quand c'est sur des radars statiques, ça va. Quand on a des réflecteurs tournants ou des choses comme ça devient un peu plus complexe, parce qu'il y a quand même du bruit à filtrer, etc. Donc on y travaille, mais c'est pas si évident, quoi. On Mais s'y oui, casse oui, les dents, on quand peut on est dire. sur des mesures de trajectoire comme ça d'animaux, c'est très important. Ouais. Compliqué. Pour information, je crois que j'avais vu François Vincent qui avait travaillé sur des radars qui étaient situés en dessous d'objets tournants. Et il avait fabriqué un filtre qui filtrait la réponse justement de ces objets tournants qui sont périodiques. Quoi. Donc il y a des travaux qui avaient été faits là-dessus, je pense. Voilà. Ok. Mais écoutez, je vous remercie pour votre présentation très intéressante et qui sont